Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine, et puis en plus le printemps est arrivé. Aujourd'hui, on va parler notamment avec Nicolas Dufour. Ça vous dit rien, mais ses administrés, eux, savent de qui on parle. C'est le maire de Repentigny qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Dufour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Richard Chrétien, ici à mes côtés, qui va participer à cette entrevue et certainement se mêler à notre débat ou à notre discussion. Monsieur Dufour, vous êtes maire depuis combien de temps? Tout juste élu depuis le 7 novembre 2021, donc un retour en politique pour ma part. Évidemment, on ne parle pas seulement de vous comme élu de la population, mais quand même, au poste où vous êtes, les aînés, d'abord, sont sans doute une partie importante de l'électorat local. 78 000 habitants, ça veut dire quoi? 20 000 retraités à peu près? Exact. Des chiffres démographiques qu'on a d'ici à peu près une dizaine d'années, ça devrait être pas loin de 25 000 personnes de 65 ans et plus à Repentigny. C'est ça. Autrement dit, c'est grâce à eux que vous êtes ici et qu'on parle ensemble. En grande partie, effectivement. Bon, on avait quelques engagements électoraux qui les concernaient directement, donc c'est peut-être une partie de la raison du Bon, succès. ben, on va parler de ça, les engagements électoraux. Alors, parce que un des problèmes au Québec, c'est que les villes ne s'occupent pas en général de l'aide sociale, sauf dans des cas très particuliers, ne s'occupent pas de tout ce qui est social. Et ça relève du gouvernement central. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des blocages partout. Alors qu'en Europe, ben, c'est vraiment les municipalités qui s'occupent du logement, les municipalités qui s'occupent de l'aide sociale, qui s'occupent aussi des repas à domicile, des soins à domicile. Et du coup, ben, quand on a affaire à un maire dynamique, ça fonce, il y a aucun problème. Vous dites qu'il y a des engagements électoraux. C'était quoi? Bien, tout d'abord, on a un de nos engagements forts pour la population aînée, c'était de créer un centre multifonctionnel qui est dédié à nos 55 ans et plus, un peu à l'instar de ce qu'on voit, par exemple, à Terrebonne avec Oui. Cité Génération 55. Donc, on veut vraiment créer un milieu de vie là, qui vous est destiné, où il va y avoir une panoplie d'activités, d'offres de services aussi, qu'on pense par exemple à de l'aide au niveau des impôts, des aides plus spécifiques. On veut même travailler le projet avec le CIS, voir si parfois on peut avoir infirmières, infirmiers, médecins qui peuvent se rendre sur place pour donner de l'aide à la population. Mais on veut vraiment créer un milieu de vie qui est destiné à nos aînés où ils vont pouvoir se sentir là, interpellés, se sentir la bienvenue et créer là, une communauté tissée serrée par ce building. OK, j'allais dire, c'est beaucoup mieux que les maisons des aînés où Madame Blais veut les enfermer, là. Exactement. La raison pour laquelle on veut faire ce centre multifonctionnel, c'est justement parce qu'on veut, premièrement, briser l'isolement de nos populations aînées, mais en même temps, on veut s'assurer que ceux qui restent à la maison ont un endroit où aller. Malheureusement, et ça, c'est quelque chose qui m'horripile, mais on essaye de diriger de plus en plus nos personnes âgées vers des centres de retraite, un peu à l'instar des maisons des aînés, alors que moi, je pense qu'une personne qui vieillit à la maison, c'est ce qui est le plus digne, c'est ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus souvent souhaité. Et là, au moins, si on fait un centre multifonctionnel où il y a des activités et qui est intéressante, ben, on espère que ça va encourager nos gens à rester à la maison parce qu'au moins, ils auront une offre d'activité plutôt que de se diriger vers des centres où il y a des fois déjà des pièces là, multifonctionnelles à Oui, faire. oui, oui. Mais vous avez raison, puis c'est une tendance qui suit effectivement la revendication la plus partagée par tout le monde, qui est de vieillir chez soi le plus souvent et le plus longtemps possible. Bon, ceci dit, je vais vous demander tout de suite, hein, moi je ne suis pas citoyen de Repentigny, mais les taxes vont avoir augmenté, ça coûte cher, ça, non? Oui, mais on a pareil une capacité fiscale et puis moi, s'il y a des projets qui est à soutenir, ben, je suis prêt à mettre l'argent sur la table si ça peut aider notre communauté. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût pour un tel projet, mais on pense être en mesure de le faire en respectant la capacité budgétaire de la ville. Juste vous donner comme exemple, ce n'est pas parce qu'on est des gestionnaires exceptionnels, il y a un contexte,
mais on vient tout juste de rendre public, là, on a eu un surplus à la ville de Repentigny de 12 millions cette année, beaucoup dû aux taxes de mutation. Donc, je pense qu'on a les capacités financières pour réaliser des projets. Moi, le but, c'est pas de rendre la ville plus riche, mais c'est surtout de redonner le plus de services aux citoyens. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, bravo, tant mieux. D'ailleurs, je vous dis, c'est une tendance parce qu'on voit ça, on commence à voir ça, notamment par exemple à Montréal-Nord, on voit beaucoup ça. Puis on regroupe dans ce qu'ils c'est un super centre communautaire dont vous parlez finalement. Et puis en même temps, ça permet à tous les organismes de se rencontrer, d'ouvrir leurs portes, de faire des choses ensemble au lieu de travailler en silo. Alors bravo pour ça. Puis, comme vous dites, si vous aviez des capacités fiscales, ça c'est encore mieux. Décidément, c'est un cadeau d'être maire dans ces conditions. Bon, le logement maintenant. Le logement. Est-ce que vous songez à aider à faire des logements sociaux abordables, accessibles? Je ne sais plus dans les adjectifs lequel prendre, là, mais on peut dire que le gouvernement de M. Legault n'est pas très intéressant de ce côté-là. Hein? Il a fait juste du rattrapage. Ah, exact. Et puis, c'est la raison pour laquelle je crois énormément à l'autonomie municipale, puis on essaie de revendiquer le plus de pouvoir qu'on peut parce qu'à notre échelle, on est ceux qui connaissent le plus les besoins de notre population sur le terrain comparativement au gouvernement central. On est même rendu avec du logement communautaire. Je vais vous donner le meilleur exemple qu'on a sur notre territoire là, avec le Havre du Petit Village dans le secteur Le Gardeur, qui est une unité d'habitation. Je pense que c'est pas loin de 80 résidents qui sont là. Et c'est du communautaire parce que certaines personnes un peu plus en moyen payent un peu plus cher la location, mais en contrepartie, ceux qui le sont moins payent un peu moins et c'est là qu'on crée cet équilibre. Un volet de bénévolat au sein de l'organisation, ce qui fait que ceux parfois qui ont un peu moins de moyens pour payer leur logement, ben, compensent avec du bénévolat pour l'entretien des plates-bandes, quoi que ce soit, à la mesure de ce qu'ils peuvent, bien sûr. Mais je trouve que c'est une belle façon de créer une synergie dans la mixité de la population aînée. Et là, le gouvernement a lancé un deuxième appel de projet là, récemment en mai pour des projets de logements sociaux. On a redéposé une demande pour un agrandissement, là, une deuxième phase du Havre du Petit Village. Donc, ça avance bien à ce niveau-là, puis on crée un nouveau modèle. On veut même y incorporer une portion de résidence pour des gens qui sont, par exemple, autistes, peut-être un peu plus jeunes, mais au moins, on vient créer une synergie intergénérationnelle au sein du bâtiment à la demande des résidents. Donc, c'est le genre de projet qu'on va vouloir soutenir à Repentigny, mais on a un besoin criant de logements sociaux. Ça a été malheureusement boudé dans les dernières années par notre ville. Il n'y avait pas d'intérêt pour ça. Mais nous, on est très, très actifs là-dessus parce qu'on voit les besoins, on voit les attentes des citoyens, on voit l'inflation qui monte et malheureusement, les revenus pour nos aînés, eux, n'augmentent pas. Les régimes de retraite n'augmentent pas. Le supplément de revenu garanti n'a toujours pas été augmenté à sa juste valeur. Donc, si on ne veut pas avoir une perte économique et de capacité financière pour nos plus sages qui ont bâti le Québec, ben là, il est temps qu'on s'occupe de l'habitation sérieusement. Nicolas, pour les gens qui vont rester dans leur propriété, est-ce que la Ville a des solutions ou est-ce qu'on peut avoir des subventions éventuellement pour exemple, un résident qui a 70, 75 ans qui désire rester dans son logement, dans son habitation, sa maison personnelle, parce qu'on sait que présentement, ça n'existe pas. Là. On n'a rien qui incite les gens à garder leur demeure. Exact. Pour le moment, c'est assez familier. Je vous dirais, il y a déjà à la ville de Repentigny un remboursement maximal de 75 pardon, pour les gens de 65 ans et plus, mais on sait que c'est très familier. Remarquez que ça représente pareil, pas loin d'un demi-million que la ville retourne aux gens de 65 ans et plus par année par cette subvention-là. Vous l'apprendrez en primeur, mais on va commencer sous peu une réflexion à la ville pour voir ce montant-là. Est-ce qu'il peut être optimisé et servir à donner vraiment des services à nos populations aînées pour qu'ils restent dans leur demeure? Peut-être plus nécessairement leur redonner 65 $, mais si on est capable de leur redonner un 200, 300 $ de service, ben peut-être que ça peut devenir plus intéressant parce que je sais que j'ai des gens de 65 ans et plus qui vivent dans des résidences de 1 ou 2 millions, puis eux, ils me disent, ben écoute, le 65 $,
c'est peut-être pas tellement à propos pour moi, mais peut-être que si vous mettiez cet argent-là à d'autres services, est-ce qu'on peut penser, par exemple, à des jeunes qui iraient tondre les gazons directement pour nos plus jeunes financés par la ville? Est-ce qu'on pourrait penser à des services d'accompagnement plus généraux, des services de transport dédiés à nos personnes aînées plus vulnérables? Donc, c'est un peu ça qu'on veut vérifier là, dans les prochains mois en vue du prochain budget, à savoir si on peut optimiser ce demi-million pour qu'il serve vraiment là, à nos aînés qui en ont besoin. Écoute, tu viens de parler là, des résidences. On a un problème majeur, puis c'est pas juste à Repentigny, c'est pour l'ensemble du Québec, sur la population est vieillissante et comme je disais, les personnes qui veulent rester dans leur domicile ont de la difficulté à se déplacer sur le territoire. Vous venez de faire, vous venez d'être toutes les maires ensemble, là, L'Union des municipalités du Québec. Oui. J'entends pas souvent parler dans ces colloques-là des aînés. Il y a besoin des aînés. Ce serait peut-être bon que lorsque vous vous réunissiez la prochaine fois, peut-être en glisser un petit mot. Parce que d'ici 30 ans, là, même pas d'ici 2030, la population va avoir à Repentigny, secteur Le Gardeur, puis ces coins-là, MRC de l'Assomption, va être 25 de plus d'aînés? Ah ben, on va avoir une augmentation claire, mais moi, j'ai toujours sensibilisé mes collègues face à ces besoins-là, puis c'est plate que ça ne ressorte pas toujours. Malheureusement, je vous dirais, le gros sujet qui est ressorti des assises, c'était beaucoup plus la question de la densification et des nouveaux maires. Mais ceci dit, par exemple, moi, c'est un combat personnel que je mène, et puis de toute façon, M. Chrétien me le rappellerait de toute façon à toutes les semaines. Mais il faut être créatif en matière de transport. Je prends des initiatives comme Saint-Jérôme, par exemple, là, qui le vendredi offre justement une idée que Richard m'a acheminée, mais le vendredi, ils se sont entendus avec des compagnies de taxi pour offrir le transport dédié à la population aînée. Ben, c'est le genre d'initiative qu'on va vouloir mettre en place à Repentigny. On est arrivé depuis novembre, mais on s'est vite mis en place sur le transport. Juste vous donner un exemple, même si ce n'est plus un pouvoir directement délégué à la ville, on a malgré tout créé une commission municipale sur le transport et la mobilité pour justement évaluer ça. Puis c'est sûr qu'on pense principalement à nos aînés dans nos réflexions parce que je prends par exemple nos plus jeunes, il y a déjà des lignes d'autobus vers les centres collégiaux, elles peuvent être optimisées, ceci dit, mais un des gros travaux qui est à faire, c'est surtout de permettre à nos aînés d'avoir une mobilité plus facile. Moi, j'ai toujours comme exemple en tête ma grand-mère qui n'avait pas d'automobile quand elle a perdu son conjoint, mon grand-père, puis pendant 5-6 ans, elle a dû se débrouiller par elle-même. C'était pas évident, ça devenait son plus grand handicap face à son épanouissement. Donc, c'est sûr et certain qu'on va être à la recherche là, de solutions innovantes. Une dernière question pour cette première émission, mais vous allez assister à la seconde si vous voulez bien entendu, et participer. Après les besoins des aînés, il y a les besoins des autres. Alors, je voudrais vous poser une question à partir d'une expérience que j'ai suivie en Europe et qui a eu beaucoup d'intérêt parce qu'elle a permis la participation des aînés aux décisions qui les concernent, mais aussi aux décisions qui concernent les autres âges. Alors, ça s'appelle des conseils des sages. Il y a des centaines de conseils des sages qui ont envahi la scène française au niveau municipal. Ça a commencé en Bretagne, puis ça s'est propagé bien mieux que la Covid et bien plus utilement, bien sûr. Alors, de quoi s'agit-il? Quand le conseil municipal a un problème, mettons la sécurité routière, mais ça peut être aussi la délinquance la nuit, comme votre collègue de Montréal, par exemple, avec des tirs de balles dans les rues, bon, etc. Et quand ils ont un dossier comme ça, qu'ils ne savent pas résoudre, parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils n'ont pas de ressources, ils confient ça à ce Conseil des sages, qui est en général élu hors élection par la population. Il y a des élections spéciales. On peut y être que pour 2 ans. Donc, ce n'est pas une ambition politique. C'est bon. Ces gens-là se réunissent, font des petits sondages, sont suivis par 2 conseillers municipaux dans une petite ville quand ils ont besoin de papier, de crayon ou d'un espace pour travailler. Et puis, ils doivent, ensuite, il y a tous les ans un conseil municipal spécial
consacrés à la remise de leur rapport et puis un échange des mesures à prendre à court terme et à moyen terme. Donc c'est pas un club politique, c'est un club citoyen tout simplement. Alors il y a des endroits évidemment où ça marche pas, il faut recommencer, il faut renouveler, mais ça vous connaissez ça. Mais il y a des endroits où ça marche. Vous voyez, qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion-là? C'est très intéressant. C'est la première fois que j'en entends parler, mais là, vous m'allumez parce que je vais vous donner juste comme exemple Repentigny. Même, on a fait école, on est la première ville qui a mis en place un comité qui s'appelle Repens Repenser, qui est destiné aux jeunes de 16 à 24 ans pour justement aller dans cette optique de dire quand on a une problématique, à titre d'exemple, ils vont venir à notre forum sur la mobilité, qui viennent nous aider à réfléchir par rapport aux besoins spécifiques des plus jeunes. Et quand j'ai eu mes premières rencontres par rapport à ce comité-là, moi, je leur ai dit, il nous faut un équivalent, mais pour les 65 ans et plus, parce que si on a des jeunes de 16 à 24 qui viennent nous guider des problématiques qu'ils vivent puis des besoins qui seraient le plus adaptés pour eux, il va nous falloir l'équivalent pour nos aînés. Donc, écoutez, moi, j'ai pris des bonnes notes. Je trouve ça très intéressant comme initiative. Mais, M. Galland, je peux vous dire une chose, que M. le maire de Repentigny a un sénateur près de lui qui s'appelle M. Camiran. C'est votre... oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Mon chef de cabinet a 74 ans, donc... Sacrifice! Mais je vous dirais, et ça, là, c'est l'importance de la sagesse et de l'expérience, puis il faut la prendre en compte, puis c'est ce que je dis à tous mes collègues. Mon comité d'organisation électorale, la moyenne d'âge était 74 ans. Il y avait mon père, M. Camiran, Florian Chartrand, donc des organisateurs de longue date de la région, mais le gros de ma campagne a été dirigé par des sages. Alors, sur ce mot-là, on va terminer ce premier échange, puis on vous retrouve dans quelques minutes pour un deuxième enregistrement. Merci beaucoup, monsieur.